La phobie du gras, et si on avait complètement déraillé depuis 50 ans? Extrait de la webconférence organisée par le fonds Solid Grounds, structure scientifique d'intérêt général, et par Planet Score, l'étiquette indépendante qu'il détient. Une conférence pour déminer un grand nombre d'idées reçues sur l'alimentation et la santé. Donc, dans les idées reçues qu'on va attaquer avant de passer la parole à Pierre Vladimir, qui va effectivement compléter pas mal de choses qui ont été dites par Anthony, on va s'attaquer à celle des graisses saturées, qui seraient donc mauvaises pour la santé. Donc là, Anthony, tu as évoqué ce point-là, mais voilà, pour faire un petit tour d'horizon sur ce sujet, en fait, c'est toujours intéressant de se pencher sur d'où on vient. Tu viens de parler de microbiote et de l'évolution des populations asiatiques au contact, par exemple, des légumineuses. En fait, on est conçu, on sait faire. On a traditionnellement mangé énormément notamment de graisses issues de la mégafaune, donc des grands herbivores en particulier. C'est une énergie en fait qui a été d'ailleurs indispensable a priori, d'après les travaux très très intéressants qu'on trouve notamment au niveau du CNRS, Jean-Jacques Hublin par exemple, sur l'encéphalisation de l'espèce humaine. Ça n'est pas que la maîtrise du feu, la maîtrise de la chasse. Il a fallu en plus que les humains accèdent à des grandes quantités de graisse, des organes gras, les abats, la cervelle, par exemple, mais également la moelle. On a tout un tas de restes fossiles qui montrent que c'était vraiment une priorité de casser les os longs pour avoir accès à cette moelle. Donc, on, on est fait, en tous les cas, on sait métaboliser ces graisses-là. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette idée que ces graisses sont absolument délétères pour la santé, avec un épithète qui a été collé à ces... Alors, ce ne sont pas des graisses, en réalité, les graisses sont toujours des choses mixtes, mais des acides gras, donc des acides gras saturés. Quand on dit saturé, en fait, on imagine immédiatement un tuyau, une plomberie bouchée. C'est vraiment ça que ça évoque, saturé. En fait, ces acides gras sont appelés saturés. Vous avez quelques schémas explicatifs là à droite, parce qu'en fait, leur liaison entre les atomes de carbone et d'hydrogène, les liaisons sont stables. Stables, ça veut dire qu'elles sont saturées chimiquement. Alors, c'est un peu malheureux qu'on ait appelé ça saturé parce que ce sont des graisses qui sont précisément stables, rancissent peu, aussi bien à l'oxygène, à la température, aux photons, etc. Ce n'est pas le cas de voilà, d'autres graisses qui sont plus instables, qui sont d'autant plus instables d'ailleurs qu'elles sont retirées de leur matrice. Donc, on revient sur le point qu'a fait Anthony Fardet tout à l'heure, qui est que ces éléments-là, quand ils sont dans leur matrice, en général, voilà, on arrive à les ingérer sous une forme qui est fraîche, qui est polyinsaturée ou monoinsaturée, qui est quand même relativement stable. Dès qu'on commence à les sortir des matrices, ça devient un petit peu plus compliqué. Et ce sont des graisses qui, quand elles sont donc insaturées, notamment polyinsaturées, ont un ou plusieurs liens doubles qui sont instables et qui peuvent provoquer des cascades de réactions. On va en parler un tout petit peu après quand on va aborder la question des graisses et des huiles avec Anthony. On refera un petit focus là-dessus. Donc en fait, la stabilité, donc ce qu'on appelle la saturation, c'est en réalité une très grande qualité pour une graisse. Donc, si on regarde la répartition, j'évoquais qu'en fait, ce ne sont pas les graisses, mais les acides gras qui sont plus ou moins saturés. Les graisses sont des mélanges, sont des mix de différents types d'acides gras. Donc, il y a à l'intérieur des acides gras polyinsaturés, monoinsaturés et saturés, il y en a tout un tas de types qui dépendent de leur longueur. Et vous voyez là un petit peu le profil. Alors, j'ai mis exprès 3 huiles d'olive juste pour vous montrer que les huiles d'olive que vous voyez parfois figées dans votre cuisine en hiver, bah, c'est parce qu'elles contiennent plus de graisses saturées, parfois presque autant que de la graisse de canard. D'ailleurs, ce pourcentage de graisse saturée, il est assez dépendant du climat, de la température. Alors, c'est dépendant aussi des variétés d'olives, mais on va a priori avoir des huiles d'olive de plus en plus saturées et ça n'est pas, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, que ça n'est pas un problème, au contraire. Donc, en tous les cas, les graisses que vous savez être plus stables, type le beurre, mais on pourrait parler également de la coco ou les graisses animales, sont des graisses qui contiennent davantage d'acides gras saturés. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais comme ça, vous aurez quand même les diapos pour ceux qui veulent se repencher précisément sur la chimie. Mais en tous les cas, quand on est sur des graisses qui sont insaturées, extraites de leur matrice, elles ont des instabilités au niveau des atomes qui peuvent créer des cascades radicalaires qui
qui sont pro-inflammatoires. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance, notamment pour tous ceux qui travaillent sur les oméga 3 et en particulier les compléments. Et c'est là que je vais te repasser la main, Anthony, Anthony Berthoud. C'est un sujet sur lequel on pense que c'est utile aujourd'hui d'avoir une meilleure conscience, en fait, du type d'acides gras qu'on met en marché dans les produits alimentaires. C'est un sujet qui est assez peu regardé et qui commence à devenir, comment dire, assez top of mind au niveau consommateur aux États-Unis. Je ne sais pas si tu peux reprendre la parole et Oui, compléter. oui, oui, de manière assez simple, en fait, effectivement, plus un acide gras est polyinsaturé, c'est-à-dire que plus il présente des doubles liaisons et plus il va être instable. Donc, ce qui fait la propriété en fait des oméga 3 fait aussi leur, euh, leur faiblesse entre guillemets. Donc, on va mettre de côté les oméga 6 pour la simple raison qu'on en a déjà aujourd'hui beaucoup, voire trop, et notamment pour l'acide arachidonique. Il y a là aussi beaucoup de confusion. Alors, sans rentrer dans le détail des acides gras, parce que ça demanderait du temps, mais la vraie problématique aujourd'hui, elle est plus sur l'acide arachidonique que simplement sur les oméga 6. Mais pour ce qui concerne les oméga 3, aujourd'hui, 98% de la population française est déficitaire en EPA et DHA. Donc effectivement, d'aller recommander des oméga 3 et notamment à longue chaîne, ça apparaît comme un conseil nutritionnel tout à fait cohérent. Et c'est là où je reviens sur mon trio toxicologique, nutritionnel et écologique. Ce qu'on va en général conseiller, c'est des poissons gras, comme le saumon, les sardines, etc., ou des capsules d'oméga 3. Et il faut savoir qu'en termes de réglementation, aujourd'hui, on n'a pas d'obligation ou un industriel n'a pas d'obligation à mentionner le niveau de peroxydation de ces oméga 3. On parle aujourd'hui de plus en plus d'indice Totox, qui est un indice pardon, qui va cumuler des composés primaires et des composés secondaires de peroxydation. Et on a un guide de bonne pratique aujourd'hui qui donne une valeur maximale de cet indice Totox de 25. L'idéal étant plutôt de 10, voire de 5, puisqu'en fait, une fois que l'oxydation des oméga 3 est initiée, notamment des oméga 3 à longue chaîne, en fait, on a un effet exponentiel de peroxydation et on voit que le fait de rajouter des antioxydants, de la vitamine E, des extraits de romarin, etc., ne permet absolument pas de bloquer en fait cette notion de peroxydation. Et en fonction des publications, on a parfois jusqu'à 90% des compléments alimentaires en fin de durée de vie, entre guillemets, qui dépassent largement les indices Totox, parfois à 6 fois la valeur haute recommandée. Donc c'est une vraie problématique parce que on a d'un côté un déficit très fréquent en oméga 3 et de l'autre côté des produits qui sont très instables. Et on a une publication et après pour Pierre Vladimir, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais notamment vis-à-vis du LDL oxydé, où on a mis en évidence que le fait de donner des oméga 3 à longue chaîne peroxydés augmentait le risque d'oxydation du LDL, donc le risque athérogène, là où en fait un oméga 3 qui était stable, c'est-à-dire extrêmement frais, avait plutôt un effet qui était protecteur. Et c'est une des raisons, des facteurs de confusion qu'on retrouve dans les conclusions de publication vis-à-vis des oméga 3 et notamment par rapport au risque cardiovasculaire. C'est-à-dire qu'on n'évalue absolument pas le niveau de peroxydation de ces oméga 3. Or, en fait, c'est eux qui peuvent être impliqués dans le risque cardiovasculaire. Et de la même façon, on ne dose pas l'indice oméga 3 membranaire de départ, ce qui est complètement incohérent, mais ça, c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, je ne vais pas dire très bien documenté, mais c'est bien documenté dans le cas des oméga 3 sous forme de capsules. C'est documenté aussi dans les matrices alimentaires, où là, on voit que pour aller dans le sens de ce qu'on dit depuis le départ, notamment la présence de protéines dans la matrice permet de mieux protéger les oméga 3 de leur peroxydation. Et c'est ce qu'on va retrouver quand on va avoir des élevages extensifs, par exemple, où les vaches vont brouter de l'herbe, du foin et vont être en pâturage. On va avoir plus d'oméga 3 qui vont être mieux protégés. C'est pareil pour la chair du poisson, c'est pareil pour les œufs avec la filière bleu blanc cœur par exemple. Donc en fait l'effet matrice protège très fortement de la peroxydation des oméga 3. Maintenant, quid des oméga 3 végétaux qui sont utilisés en fait dans tous les produits industriels? C'est vrai que là, la littérature est assez faible sur le sujet.
Le risque est moindre parce qu'on est sur des oméga 3 végétaux, donc c'est-à-dire l'acide alpha-linolénique, qui a moins de double liaison que les formes que j'ai évoquées, mais le processus est le même. Et surtout, ce sont des aliments qu'on va porter à haute température. Et on sait que le premier risque d'augmentation de peroxydation, c'est la température. Après, on a aussi l'air et on a la lumière. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est pour ça que je recommande pour ceux qui utilisent des compléments d'oméga 3 de les garder au congélateur. En fait, même au frigo, on n'empêche pas la peroxydation de ces graisses. Donc, il y a un gros point d'incertitude pour les formes végétales dans les produits alimentaires. Maintenant, si vous consommez une huile de colza, moi, je vous conseille de la prendre la plus fraîche possible, vierge première pression à froid, et de la garder au réfrigérateur 1 mois, 2 mois grand maximum. Surtout pas la consommer cuite, mais crue. Euh, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, parce qu'il y aurait plein de choses à Ouais. dire. Non, mais merci beaucoup, c'est hyper clair. Euh, Effectivement, enfin, vigilance sur ces huiles-là, il faut les consommer rapidement, il faut qu'elles soient fraîches, qu'elles aient été conservées dans de bonnes conditions également en grande surface, enfin là où vous les achetez. Et par ailleurs, les oméga 3 végétaux ont un taux de conversion qui est assez faible, hein, autour de 5%. Et encore, c'est encore diminué quand on a une santé intestinale un petit peu dégradée, ce qui est le cas quand même de beaucoup de personnes dans le monde occidental. Donc voilà, les oméga 3 dans des matrices avec des protéines, yes, sur le reste, grand point de vigilance. Donc pour terminer sur nos affaires des graisses, les graisses saturées ne présentent pas ce type de problème, hein, les problèmes d'instabilité qu'on vient d'évoquer. Donc ayez ça quand même à l'esprit quand vous choisissez vos produits. Les graisses trans qui ont souvent été assimilées dans l'esprit parce que ce sont des graisses qui étaient hydrogénées euh, pour être stables à température ambiante, elles ont souvent été confondues avec les graisses saturées. Or, les graisses trans, c'est absolument l'inverse puisque ce sont forcément des graisses, euh, des graisses insaturées, polyinsaturées qu'on hydrogène pour essayer de les stabiliser. Donc, ça ne sont jamais des graisses, des acides gras saturés. Bon, c'est interdit quasiment à peu près partout, enfin en tous les cas où les quantités autorisées sont très très faibles aujourd'hui. Donc je ne rentre pas dans le détail. Normalement, ça devrait plus trop nous concerner, même si on a maintenant des graisses interestérifiées qui continuent à être utilisées, des produits commercialisés dont on ne sait pas exactement quel est l'impact. Donc les trans fats, aujourd'hui, on n'en a plus vraiment, sauf quand elles sont produites lors des cuissons et des recuissons des graisses insaturées. Donc typiquement, si vous faites beaucoup de cuissons dans des huiles de tournesol, par exemple, je précise de tournesol non hautement oléique, puisqu'on a des filières, des producteurs qui aujourd'hui sont en train d'essayer de développer des filières spéciales pour avoir des tournesols qui soient plus stables, justement pour les cuissons. Tournesol hautement oléique en fait partie. Donc, les graisses trans ne sont pas des graisses saturées. On a une exception à cette règle. Il y a deux acides gras saturés, mais Anthony, tu les as évoqués, qui sont naturels, qui sont deux acides, le CLA et le précurseur du CLA, qui sont deux acides gras qu'on retrouve dans les produits des ruminants, produits laitiers et viande. Il y en a d'autant plus que les animaux sont nourris à l'herbe. Et contrairement à tous les autres, eh bien, ces deux acides gras trans naturels sont identifiés comme neutres ou positifs pour la santé dans la littérature, avec des propriétés clairement anti-inflammatoires. Voilà, ils n'ont pas d'impact négatif. Alors, pourquoi les Américains ont lancé le low fat? Là, je laisserai la parole tout à l'heure à Pierre Vladimir là-dessus. Je laisse cette diapo, euh, mais voilà, pour que vous ayez quelques repères. Mais cette affaire d'avoir peur des graisses, et notamment des graisses saturées, a été lancée par un monsieur qui s'appelle Ansel Keys et qui a à l'époque pensé démontrer que les maladies cardiovasculaires qui commençaient à augmenter énormément à l'époque étaient liées à la consommation de graisses saturées et également à l'ingestion de cholestérol, comme Anthony l'a évoqué tout à l'heure. Et qu'en clair, pour éviter ces maladies cardiovasculaires, et puis après ça a enchaîné sur l'obésité, le diabète, etc., eh bien, il fallait diminuer drastiquement la consommation de graisse, et en particulier de graisses saturées. Mais voilà, tous les lipides étaient quand même assez ciblés. À l'époque, il y avait un dissensus clair entre deux types d'équipes, hein. Les promoteurs de cette hypothèse, qui s'appelle l'hypothèse lipidique, et puis les promoteurs de l'hypothèse de l'impact des produits plutôt sucrés ou impact sur la glycémie, qui ont perdu cette bataille dans les années 50-60 et on en paye encore le prix aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est sur cette base qu'il a été largement recommandé depuis les années 60 de limiter la consommation de graisse, de cholestérol alimentaire, en particulier de fromage, beurre, œufs, viande, abats,
sein doux, coco, etc. et de favoriser les produits low fat, écrémés, les viandes maigres, etc. Donc voilà le monsieur en question, Ouais. qui était un très bon tribun, qui a bien défendu sa cause Je peux et qui a ajouter, réussi Pardon, je peux ajouter un truc? bien sûr. Oui, parce que j'ai fait effectivement étudier la question. En fait, il y a aussi le lobby des sodas aux États-Unis qui a poussé pour que l'hypothèse sucre ne soit pas retenue, évidemment. Mhm. Et la Lopat Campagne va donner, par exemple, le lait demi-écrémé vient de là. Moins de gras, donc demi-écrémé. Mais il faut prendre du lait entier, hein. Il n'y a aucun lien entre le teneur en gras du lait. Donc, oubliez le lait demi-écrémé. Et puis, les margarines vont arriver pour supplanter justement le gras animal. Donc, en fait, vous voyez que il y a des mythes nutritionnels qui ont des origines qui sont souvent plutôt politiques et économiques que validées scientifiquement. Voilà, alors c'est un scientifique qui avait quand même envie de faire avancer les choses, hein, mais qui avait, et c'est quand même souvent le cas, ce sont des sujets, comme je l'ai dit au début, qui sont clivants, intimes, etc., et où on a assez facilement une idée de ce qu'il faut faire, en fait. Et donc, il est resté accroché à son idée, presque jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs, et en voulant absolument baisser le pourcentage de calories venant des graisses dans la diète américaine de manière à juguler ce début d'augmentation à l'époque uniquement des maladies cardiovasculaires. Donc ça a donné ce genre de choses qu'on retrouve encore aujourd'hui, malheureusement, dans à peu près toutes les pyramides alimentaires, c'est-à-dire diminuer drastiquement les graisses, notamment les graisses saturées, et choisir des viandes ou des protéines entre guillemets maigres. Donc voilà ce que ça donne quand on regarde en épidémiologie. Le moment où aux USA, le USDA a fait la première fois les recommandations de low fat diet. Euh, alors là aussi, hein, correlation n'est pas causation, mais quand même, on peut quand même constater que ça n'a absolument pas amélioré la situation et qu'à partir du moment où on a fait ces recommandations-là pour le cardiovasculaire, alors en plus pour le cardiovasculaire, c'était aussi une erreur, mais je ne veux pas spoiler ce que va dire Pierre Vladimir. Malheureusement, on a entraîné toute la population dans une diabolisation des graisses et même une peur. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous aujourd'hui ont peur de manger du beurre, ont peur de manger la graisse dans le steak, etc. Donc voilà, c'était un petit peu le thème que vous aviez vu sur l'invitation. Comment se fait-il qu'on grossit alors que tout ce qu'on on mange, dans certains cas, est low fat ou sans graisse du tout? Donc sur ce point-là, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'études depuis un peu plus de 10 ans qui ont permis de refaire le point sur les graisses saturées notamment. Et notamment voilà, cette étude-là que je vous laisserai, vous avez les liens à chaque fois dans la présentation qui bien sûr sera transmise à tous ceux qui le souhaitent. Et vous pourrez faire votre idée par vous-même en allant consulter les sources, ce que je vous invite vraiment à faire. C'est toujours très intéressant de revenir aux documents. Et vous avez notamment cette très grande cohorte qui a été faite donc sur des adultes dans 18 pays avec un peu plus de 7 ans de follow-up et qui a montré des choses vraiment extrêmement intéressantes et notamment que cette hypothèse lipidique est complètement erronée. Alors, ça n'est pas la seule publique qui le fait, mais elle fait un point vraiment panoramique très très clair. Et elle dit notamment que, alors ça va reboucler sur tout ce qu'on a dit depuis le début, mais que la bascule de l'alimentation américaine des produits bruts complets, incluant des sources naturelles de graisse, saturées en l'occurrence, vers des aliments très transformés, incluant des graisses modifiées, est probablement un facteur majeur de l'épidémie actuelle de maladies métaboliques, et donc pas seulement cardiovasculaires, hein, tout ce qui est diabète, obésité, surpoids, cancer, etc., qui touche actuellement toutes les classes d'âge. Et depuis l'instauration en 1980 des recommandations publiques du gouvernement américain en faveur d'une alimentation faible en graisse et faible en graisse saturée, prioritairement, la prévalence de l'obésité a plus que triplé, à la fois chez les adultes, les adolescents et les enfants. Ça, c'est le constat. Et donc, cette étude montre également que le risque de mourir d'un accident cardiovasculaire est associé à la quantité de glucides alimentaires, finalement, moyenne quotidienne, et non pas à la quantité de lipides du tout. C'est même pire que ça. C'est les personnes qui ont la ration alimentaire quotidienne la plus riche en lipides qui ont connu sur cette immense cohorte de plus de 135 000 personnes le moins de morts prématurées pour toutes les causes de mortalité. Et c'est également celles qui sont dans le quintile supérieur qui consomment le plus de graisses saturées, qui présentent le moins d'infarctus. Donc voilà, ça parmi les idées reçues, ça c'en est quand même une qui est très très lourde.
et sur laquelle donc, les États-Unis sont en train de se réveiller depuis un petit peu plus d'un an, de manière voilà, plus sensible côté consommateur et depuis une dizaine d'années côté scientifique. C'est une idée qui est assez difficile à faire passer, puisqu'une fois de plus, on a tous maintenant vraiment très très peur de ces graisses stables. Donc, reste à voir maintenant ce qui se passe aux États-Unis, puisqu'on a en général quelques années de retard sur eux. Mais voilà, en tous les cas, la perception, c'est quand même que cette affaire-là va finir par, cette page va finir par être tournée. Je vous invite également à regarder ou à lire ces publications-là, dont vous aurez les références, qui permettent de faire des points vraiment très à jour sur ce sujet. Et là, je crois que Pierre Vladimir va nous en dire beaucoup plus. Donc voilà, une deuxième étude très intéressante sur ce point. Elles sont toutes convergentes et incriminent notamment pour ce qui a été de la poussée des maladies cardiovasculaires, finalement plutôt le tabac. Et d'ailleurs, la courbe de maladies cardiovasculaires est redescendue en même temps que la courbe de smoking aux États-Unis. Bon, mais par contre, avec une corrélation assez forte des incidents cardiovasculaires avec la glycémie et le sucre. Donc, on trouve encore aujourd'hui des publications. Je vous ai mis celle-ci parce qu'elle vient de sortir. Elle a fait du bruit en avril. Des études qui, alors c'est très très amusant de voir ce type d'article qui dit beurre ou huile végétale, un choix qui s'impose. Et en fait, dès le début de l'article, on vous dit, en fait, ça nous parle de deux études qui ont des résultats contradictoires. Donc, on ne sait pas pourquoi le choix s'impose, parce que l'article conclut qu'il faut absolument des graisses végétales et non pas des graisses animales saturées. Et l'une de ces deux études, effectivement, est parfaitement biaisée, puisque les consommateurs de beurre auraient un risque supérieur de 15% d'accidents cardiovasculaires, sauf qu'ils sont beaucoup plus fumeurs, entre autres biais enfin, facteurs de confusion, dont il est quand même très, très difficile de se départir quand on fait ce genre d'analyse. Donc, bref, je ne rentre pas dans les détails, mais pour revenir sur un des points qui a été évoqué tout à l'heure, euh, oui, on peut avoir des produits qui sont, quand ils sont produits dans de bonnes conditions, avec des systèmes herbagés, donc qui maximise les oméga 3. On ne peut pas avoir d'oméga 3 dans des graisses animales d'animaux qui ne mangent pas de l'herbe. Il n'y a pas d'oméga 3 dans le grain, par exemple. Il n'y en a pas dans les céréales ou les tourteaux. Et donc, vous ne retrouverez pas d'oméga 3 dans des vaches qui n'ont pas eu l'occasion de manger de l'herbe. En fait, c'est en concentrant ce type d'alimentation de pâturage qu'elles font des beurres qui sont extrêmement bons pour la santé. Et alors, pour ceux qui sont parisiens, vous avez probablement vu cette pub dans le métro que Nathalie de Bleu-Blanc-Cœur a posté sur les réseaux sociaux parce que je crois qu'elle en avait un peu assez de voir cette pub qui dit bah, il suffit de faire des graisses végétales solides. Hein, on skip the cow, on enlève la vache. C'est aller un petit peu vite en besogne parce qu'en fait, pour faire ça, bah, il faut recréer une usine qui fait quelque chose de beaucoup plus compliqué que la vache en réalité. Donc voilà, pas de simplisme. Euh, donc sur cette affaire des graisses, je vous invite vraiment à... C'est très difficile, ça aussi c'est un sujet très intime, mais à regarder un peu différemment les graisses en rayon, les graisses dans votre cuisine, et vraiment à vous pencher sur les publications pour réaliser à quel point on est loin aujourd'hui, mais très très loin d'avoir un quelconque bon sens sur ce sujet. Alors on va parler un peu Nutri-Score juste après, mais avec précisément Nutri-Score qui pour nous là, a plusieurs dizaines d'années de retard aujourd'hui sur la prise en compte de ces publications scientifiques et de ces réalités métaboliques. Voilà, il n'y a absolument rien qui reboucle entre le shaming des acides gras saturés et la réalité.